Bonjour à tous et à toutes, merci d'être ici. Pourquoi l'avenir du numérique est responsable? Un sujet qui me tient beaucoup. J'aime bien introduire les sujets avec des images. L'image qu'il y a derrière, c'est une des nombreuses décharges qu'il y a au Ghana. Le Ghana, il faut savoir que c'est la poubelle numérique du monde. On a des lois internationales qui nous empêchent normalement de pouvoir exporter nos déchets électroniques. Sauf qu'en fait, on ne peut pas ne pas les exporter parce que, par exemple, en France, on n'a pas assez de structures pour recycler nos matériaux, donc on est obligé de les donner à d'autres pays européens qui, eux, n'ont pas les mêmes lois que nous, qui est tout fini au Ghana et ça pollue les sols. C'est un peu une catastrophe écologique. Qui est-ce que je suis, moi, pour vous parler de ça? Je m'appelle Romuald, je suis développeur full stack depuis un peu plus de 10 ans. J'ai fait du C, du C Sharp, du Java, j'ai fait du SQL, du PHP, enfin bref, je suis dev, quoi. Dans ma vie perso, à cause ou grâce à ma copine, j'ai essayé d'être un peu plus écolo. J'ai réduit mon empreinte carbone drastiquement. Ça fait que j'ai arrêté la voiture. J'ai la chance de travailler où j'habite. J'habite à Lyon, je travaille à Lyon. Donc j'arrête la voiture, j'ai pris que le vélo. Je suis passé flexitarien. J'ai divisé par 15 le nombre de fois où je bouffe de la viande par semaine. C'est un truc de fou. C'est juste un peu dur avec le saucisson parce que j'adore ça. Pareil pour le pâté naf. Mais bref, j'ai fait plein de gestes au quotidien et un jour je me suis dit, moi, en tant que professionnel du numérique, qu'est-ce que je peux faire pour rendre le numérique aussi un peu plus écologique? Donc il y a 5-6 ans en arrière, j'ai commencé à découvrir justement le collectif Conception Numérique Responsable et greenIT.fr. Je suis donc référent du collectif Conception Numérique Responsable et j'interviens dans de nombreuses écoles où je donne même des cours dans certaines écoles pour justement parler du numérique responsable et de diffuser un peu le sujet. Bref, quand on parle de numérique, le numérique c'est bien, mais qu'est-ce que c'est? Au fait, il y a une définition qu'on aime bien prendre, c'est celle-ci, c'est un service numérique est constitué d'un ensemble de logiciels, de matériel, de réseaux, d'infrastructures et d'autres services numériques. En fait, un service numérique, c'est pas qu'un service numérique, c'est tout l'ensemble des logiciels. Votre blog, c'est un service numérique. Une montre connectée, c'est un service numérique. Un frigo connecté, c'est aussi un service numérique. Une voiture connectée, c'est un service numérique. Des chaussettes connectées, ça existe, c'est un service numérique. Un préservatif connecté, ça existe aussi, c'est un service numérique. Enfin, tout ça, ça fait partie des services numériques. Les services numériques, pourquoi? Moi, ce que je vais vous expliquer, c'est comment on va les rendre responsables. Mais déjà, il faut savoir pourquoi un service numérique n'est pas responsable. Au fait, pour plein de choses. La première chose, c'est écologiquement. Écologiquement, le numérique, c'est un peu un désastre. Il y a greenIT.fr qui a fait une analyse sur l'impact écologique du numérique mondial, une analyse basée sur des analyses de cycle de vie multicritères. Les analyses de cycle de vie, c'est une norme ISO qui permet de faire des analyses multicritères pour avoir des données, on va dire, cohérentes avec ce qu'on fait. Donc on n'analyse pas juste une donnée, on analyse plusieurs données, donc les gaz à effet de serre, l'eau potable, les ressources, etc., etc. Donc tous ces chiffres proviennent d'une étude qui est sur le site greenIT.fr qui date de novembre 2019, donc il y a quelques mois en arrière. C'est récent, hein, c'est des chiffres à jour. Donc en fait, le numérique, ça consomme quand même 4,2% de l'énergie primaire mondiale. 4,2%, tous ces chiffres, au fait, par rapport à l'humanité, ça n'a pas l'air énorme. 4,2%, on va se dire, mais en fait, c'est que dalle. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces chiffres, ils augmentent d'entre 9 et 10% par an. Par an. Donc ça progresse énormément. Dans quelques années, d'ici une vingtaine d'années, le numérique, si ça continue de progresser comme ça, c'est un des secteurs, c'est peut-être même le secteur le plus polluant du monde. Bref. En matière d'énergie primaire, donc énergie primaire, c'est tout ce qui est charbon, pétrole, gaz, hydroélectricité, biomasse et compagnie, ça fait 6800 TWh. Enfin, non, c'est censé être représenté en joules, on a converti ça en TWh pour que ce soit un peu plus parlant aux néophytes. Le numérique, c'est aussi des émissions de gaz à effet de serre. Gaz à effet de serre, c'est 3,8% des gaz à effet de serre, ce qui fait 1400 millions de tonnes de GES pour le numérique. Et au fait, c'est comme si il y a 1,5 milliard de salariés français qui allaient travailler pendant un an. En France, on est quand même des super gros pollueurs parce qu'on est dans un pays développé, donc on achète, on consomme, et 1,5 milliard de salariés français, ça pollue beaucoup. Le numérique, c'est aussi de la consommation d'eau potable. Et ça, on n'y pense pas forcément quand on parle au numérique. Au fait, il faut savoir qu'en moyenne, actuellement, j'en parlerai plus tard, un site web, c'est environ entre 2 et 3 centilitres d'eau potable utilisée à chaque fois que vous allez sur un site.
plus le site est lourd, plus il a de requêtes, plus vous allez, on va dire, avoir un impact sur cette eau potable. 2 à 3 centilitres d'eau, c'est comme si vous buvez un expresso en eau potable. Donc à chaque fois que vous rafraîchissez Google, en fait, vous avez un expresso en eau potable qui part à la poubelle. C'est super cool le numérique. Bref, 0,2%, c'est pas très parlant, donc on le met en mètres cubes, ça fait 7,8 millions de mètres cubes, mais ça aussi, c'est pas très parlant, donc on le met en bouteille d'eau. Ça représente exactement 842 milliards de packs d'eau minérale. 842 milliards de packs, c'est pas ça. Ça, c'est une bouteille. Un pack, c'est ça. Ça fait beaucoup, beaucoup d'eau potable. Ensuite, il y a évidemment la consommation d'électricité. Électricité, on peut parler d'énergie finale, parce qu'avec de l'énergie primaire, on fait de l'électricité. 5,5% de l'électricité mondiale, ça fait 1300 TWh. Il faut savoir qu'en France, avec les centrales nucléaires qu'on fait, on a là une production qui est de 390 MWh. 390 mégas. Donc vu qu'il y a plein de pays qui ne font pas du nucléaire, il y a plein de pays qui sont encore au charbon, au gaz et tout le reste, mais en fait, on ne peut pas tout dépolluer. C'est un peu une hérésie. 1300 TWh, c'est comme si, au fait, il y avait 82 millions de radiateurs électriques de 1000 watts. Donc franchement, si vous avez un appart, 1000 watts, ça chauffe quand même pas mal, qui est allumé en permanence pour la consommation électrique du numérique. Normalement, la consommation électrique du numérique mondial, c'est environ la consommation électrique de 3 fois la France. Toute la France, hein, tous les Français, tout le reste, c'est 3 fois ça. Et ça progresse de environ 10% par an. C'est chouette, hein. Ça fait rêver. Bref, il faut aussi parler de l'antimoine. Est-ce que quelqu'un sait ce qu'est l'antimoine? Oui? Non? Peut-être? Pas du tout? Bah, ça tombe bien, je vais vous l'expliquer. L'antimoine, au fait, c'était utilisé à une époque pour les poinçons d'imprimerie parce que c'est un élément qui est très très fort. Actuellement, on s'en sert dans les téléphones, dans les portables et dans tout en tant que retardateur de flamme. L'antimoine, ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'en fait, c'est l'élément numéro 51 du tableau de Mendeleïev. Donc le 51, c'est super simple à se rappeler, surtout si vous êtes à Marseille, parce que ça fait penser au pastis. Le truc moins drôle avec l'antimoine, c'est qu'au fait, ce tableau est tiré d'un bouquin qui s'appelle La guerre des métaux rares de Guillaume Pitron, qui est un super bouquin que je vous conseille. Et au fait, vous voyez que ça, c'est la durée des réserves rentables qu'on a dans le monde en matière de ressources. L'antimoine, c'est tout en haut. Ce graphique a 2 ans. Si on ne fait rien actuellement, dans moins de 10 ans, on n'a plus d'antimoine. C'est fini. On ne peut pas. L'antimoine, c'est recyclé à moins de 3%. Donc, à moins de recycler réellement l'antimoine et de commencer dans moins de 10 ans, on n'a plus l'antimoine. Donc, soit il faudra trouver quelque chose pour remplacer l'antimoine, soit, au fait, on va abandonner beaucoup de choses dans nos services numériques. Ce qui est marrant aussi avec un graphique comme ça, c'est qu'il y a une petite entreprise américaine qui s'appelle Tesla. Vous connaissez? Ils font des voitures électriques, des trucs comme ça. Au fait, ils ont averti le gouvernement américain qu'au fait, ils ne savaient pas comment les faire avec la pénurie qu'ils allaient avoir en matière de cuivre, de cobalt et de nickel. Cuivre, cobalt et nickel dans le graphique derrière moi, mais en fait, il y en a vachement plus que de l'antimoine. Pourtant, l'antimoine, on l'utilise partout. Le gros problème justement aussi écologique avec ça, justement, c'est ce que je disais, c'est que les ressources sont très peu recyclées. Généralement, on parle de terres rares. Les terres rares, c'est tout ce que vous avez sur la ligne rouge là, l'anthanide. Tout ça, toutes ces terres rares qui peuvent être utilisées sont recyclées à moins de 1%. Donc c'est pas beaucoup. L'antimoine, non, il doit être en orange, il doit être, si je dis pas des conneries, ouais, il est en orange sur l'une des dernières colonnes là-bas. C'est recyclé à, c'est ça, entre 1 et 10%, non, c'est 3%. Tous ces métaux, en fait, on a déjà des réserves qui sont finies. Il faut savoir que, en fait, une fois qu'on n'a plus de réserves, à part pour certains métaux, récupérer des astéroïdes pour pouvoir les ramener sur la Terre, on n'a pas le choix, il n'y a plus de ressources, c'est terminé. On a des problèmes de ressources finies, mais on a aussi des problèmes de recyclage. C'est très très peu recyclé, c'est dur à recycler, et au fait, dans certains cas, on pourrait le faire, mais au fait, ça coûte moins cher de prélever des métaux qui existent que de le faire recycler. Donc on ne le fait pas. On le fera quand nos enfants seront dans la merde et qu'ils n'auront plus Internet. Le gros problème aussi qu'on a écologiquement, c'est que généralement, le problème, il n'est pas là où on croit. À chaque fois que je vais dans une école, à chaque fois que je fais un discours sur l'écologie et le numérique, les gens ils disent « Ouais, mais au fait, c'est simple, c'est les serveurs. » Oui, mais non.
Ici, c'est un graphe justement qui vient du rapport que je vous ai cité. Et au fait, vous voyez que vous avez en matière d'énergie, de gaz à effet de serre, d'eau, d'électricité et de ressources, le pourcentage d'impact par rapport à l'utilisateur, le réseau et le centre informatique. On peut voir que l'impact des centres informatiques, il est minime, il est même ridicule. Parce qu'un centre informatique, un serveur, il est rattaché environ à 300 appareils. Le plus gros impact, c'est nous en tant qu'utilisateurs. À chaque fois qu'on achète un second écran pour coder, alors qu'au fait, maintenant, on a du multibureau, à chaque fois qu'on achète une nouvelle montre connectée, à chaque fois qu'on change d'ordinateur, à chaque fois qu'on achète quelque chose, à chaque fois, ça va produire et ça va extraire des ressources. Ces ressources qu'on va extraire, c'est là où on va dire qu'il y aura les gros problèmes et c'est là qu'il y aura les plus gros problèmes en matière d'extraction de minéraux et d'énergie. Et c'est là où on aura les plus gros problèmes parce que justement, on presse les ressources finies qu'on a sur la planète. Donc le plus gros problème actuellement, ça reste quand même nous. Le numérique n'est pas responsable parce qu'au fait, il n'y a pas que des problèmes écologiques. Il y a évidemment des problèmes écologiques, mais on a aussi des problèmes économiques et sociaux. On a ce qu'on appelle la fracture numérique. 52%. Est-ce que vous savez ce que c'est? Comment? 52%, c'est même pas ça. C'est encore pire que ça. Et je crois que c'est doublon avec une autre slide. 52%, c'est le nombre de personnes qui n'ont pas accès à Internet dans le monde. C'est même pas qu'ils ne savent pas utiliser, c'est qu'ils n'y ont pas accès. Donc au fait, voilà. Je vous ai expliqué qu'on avait des gros problèmes écologiques, qu'on a des problèmes énergétiques, qu'on a des problèmes de ressources, alors que la moitié du monde n'est pas encore connecté à Internet. Ça vend du rêve, hein? On a aussi des problèmes d'accessibilité. On a deux types de problèmes d'accessibilité. On a l'accessibilité numérique, avec les normes RGA, WCAG et tout le reste. Il faut savoir qu'il y a 48% des personnes ont donc accès à Internet, mais 10% des personnes qui ont accès à Internet n'ont pas accès au site Internet et à tous nos services numériques, parce que justement, elles ont des problèmes d'accessibilité, des problèmes moteurs ou des problèmes physiques qui les handicapent, parce que les sites ne comblent pas ces problèmes. Il y a des règles qui existent, qu'on peut mettre en place, mais il y a très peu de sites Internet qui le font. Qui ici a un site Internet? Personne? Un service Internet? Qui ici a déjà fait des tests en matière de contraste pour l'accessibilité numérique? Eh, c'est bien, il y en a déjà 3. Vous voyez, on n'en entend pas parler. Pourtant, vous avez 10% de personnes qui sont impactées là-dessus et qui ne peuvent pas accéder à vos services si vous ne prenez pas ça en compte. Et ça, prendre ça en compte, c'est super simple. C'est des règles qui sont très rapides. L'autre problème d'accessibilité, c'est vraiment l'accès à Internet. Non pas l'accessibilité RGA, WCAG, mais l'accès à Internet en matière de débit. Il faut savoir que nous, on est en France, on a un débit qui est pas trop mal. Vous voyez, on est en orange. Si vous cherchez le meilleur, c'est la Corée du Sud, je crois, qui est en vert très foncé, qui a un débit de plus de 26,7 mégabits en moyenne, je crois. Par contre, le truc, c'est que quand on fait des sites qui sont de plus en plus lourds, parce que il y a de l'obésiciel, on a des sites qui sont de plus en plus grands, on verra ça tout à l'heure, ben, une personne qui habite en Afrique, elle va pas mettre le même temps pour charger votre site qu'une personne qui habite en France, ou qu'une personne qui habite en Corée, ou qu'une personne qui habite au Brésil. Ça, c'est un autre problème du numérique. On a des sites qui sont de plus en plus lourds, qu'on teste en 4G ou peut-être en fibre ici, sauf qu'on les teste très rarement en 2G, ou on les teste très rarement sur des réseaux qui sont totalement pourris. Ça fait qu'au fin fond de l'Ardèche, ben, vous n'avez même pas accès à votre propre site alors qu'on est en France. Ça, ouais, c'est donc la vitesse de connexion de l'Internet mondial, tout simplement. Ensuite, on a d'autres problèmes. On a encore des problèmes éthiques. On a des problèmes éthiques parce qu'on a un gros problème sur la diffusion des fake news. Tout le monde sait ce que sont les fake news. On a un expert. On a vraiment un expert de la fake news. Ça, c'est un gars... Enfin, ce qui est intéressant sur ce tweet, c'est que déjà, c'est un gars qui confond climat et météo. Pour lui, il y a de la neige, donc au fait, c'est qu'il n'y a pas de dérèglement climatique. Donc il est quand même président des États-Unis et il confond ça. Mais c'est pas, on va dire, le pire truc qui est sur ce tweet. Le pire truc qui est, c'est qu'il y a 199 000 personnes qui ont mis « j'aime ». Il y a 199 000 personnes qui aiment ça, et 49 000 personnes limite qui repartagent ça, plutôt 48 000. Alors qu'en fait, c'est pas vrai. Son tweet, il est faux. Il dit n'importe quoi, il dit des conneries, mais pourtant, bah voilà quoi. C'est un world champion. On a aussi des problèmes sur la sécurité. x9, est-ce que quelqu'un pourrait savoir ce que c'est? Qu'est-ce qui a été multiplié par 9 entre 2018 et 2019?
Le nombre de failles avérées. Non. Ce qui a été multiplié par 9 entre 2018 et 2019, c'est le nombre d'attaques sur des appareils IoT, d'après Kaspersky. On a 9 fois plus d'attaques en 2019 qu'en 2018. Ça aussi, c'est des problèmes du numérique. Il y a aussi, le numérique n'est pas éthique. Comme vous voyez, j'ai mis une grosse étoile. Une grosse étoile parce qu'au fait, normalement, le numérique n'est pas éthique, c'est vrai, mais le numérique est aussi éthique. C'est pas le numérique qui n'est pas ou est éthique, c'est l'utilisation qu'on en fait. C'est comme nous, on le code. Le numérique, c'est un outil. C'est un outil, il sert à faire ce qu'on fait, il sert à combler un besoin qu'on lui donne. Sauf que si on lui donne un mauvais besoin, ben, ça le rend pas éthique. Donc le problème, c'est pas le numérique, c'est les utilisateurs et les créateurs du numérique. On a des problèmes intéressants. On a des problèmes justement sur l'éthique avec tout ce qui est surveillance. Il y a la Quadrature du Net qui est une super association là-dessus qui essaye de travailler justement sur toutes les problématiques éthiques qu'il y a en France, notamment avec la surveillance que veut instaurer la ville de Nice. On a des problèmes de reconnaissance vocale, de reconnaissance faciale, on a des problèmes de data et de récupération de données. Il faut savoir que la reconnaissance vocale, faciale et tout le reste, et j'ai été récemment donné une conf justement dans une université où il y a une personne qui travaillait pour l'analyse de données et de bandes son qui est passée à la Quadrature justement de tout ce qui est Alexa et compagnie. Ben, ce qui est intéressant, c'est que le fichier est anonymisé. Donc elle ne savait pas d'où provenait le fichier quand elle l'écoutait pour savoir ce que ça racontait. Par contre, elle avait des bandes son de 20 minutes de psychologues qui expliquaient qui était le patient, toutes les défaillances qu'il avait et tout le reste. Avec son adresse, avec sa femme, les noms de ses enfants et tout le reste. C'est cool, hein? C'est bien. Hein, donc vif Alexa, continuez avec les Google Home et compagnie, c'est super. Pour la data, c'est à peu près pareil. Ce qui est marrant, oups, je vais un peu trop vite. Il y a la CNIL. La CNIL, c'est quand même pas mal. C'est la Commission nationale de l'informatique et liberté, et elle est censée faire respecter plein de trucs, comme un petit truc qui s'appelle le RGPD. Tout le monde a entendu parler? Ouais. Mais en fait, ce qui est bon à savoir, c'est pour ça qu'il y a le petit caca qui apparaît, c'est qu'en fait, le Conseil d'État a autorisé la CNIL à ne pas respecter le RGPD qu'elle est censée faire respecter. C'est du génie, hein? Non, on est dans un pays qui est parfait là-dessus. Bref, on a beaucoup de problèmes qui sont à mettre en corrélation avec d'autres chiffres. D'autres chiffres, c'est celui-ci, je vous en ai déjà parlé, 48%, c'est le nombre de personnes qui sont connectées. Qui sont connectées à Internet, ça fait qu'il y a 52% de personnes dans le monde qui n'ont pas encore accès à Internet. On a déjà toutes ces problématiques, alors que la moitié du monde n'est pas connecté. Il faut aussi prendre conscience que le numérique est omniprésent. On a du numérique partout, et on en a de plus en plus. Comme je disais, il y a des chaussettes connectées, on a du porte-papier toilette connecté, on a de la brosse à dents connectée, on a des balances connectées, on a de... En fait, ce serait plus simple à dire ce qu'on n'a pas de connecté. C'est aussi à mettre en corrélation avec le fait que, en fait, il y a de l'obésiciel qui se crée. Tout devient de plus en plus lourd, de plus en plus gras. Si vous regardez le graphique ici, c'est des graphiques en 10 ans, en fait sur desktop mobile. Sur desktop, on a 29% plus de requêtes qu'il y a 10 ans en arrière et on a un poids de page qui est 298% supérieur. Ça fait beaucoup. En mobile, 311% de requêtes de plus et 1054% de poids de page en plus sur mobile. À l'époque, on avait Edge, la 2G, tout le reste, on pouvait rien faire passer, c'est cool. Sauf que maintenant, il y a la 3G, 4G, 5G qui arrivent, donc c'est cool. On va pouvoir télécharger des téras de données sur nos téléphones. Du coup, le truc, c'est que nos téléphones, ils devront analyser ces téras de données. Ils devront avoir un stockage plus important, ils devront avoir une carte mère plus importante, ils devront avoir un processeur plus important, ça va nous faire changer les téléphones. Donc il y aura toute une flotte à changer et ça va encore faire des nouveaux périphériques à acheter et c'est super. C'est la grosse problématique du numérique et c'est ce qu'on appelle l'obésiciel. Un exemple tout simple, dernière newsletter que j'ai reçue de Kickstarter, sans les images, 103 kilooctets. 103 kilooctets sans les images, on est allé sur la Lune avec Apollo 11, si je dis pas de conneries, avec 72 kilooctets de stockage et de mémoire vive. 72 kilooctets. Une newsletter sans images de Kickstarter, c'est plus gros que le programme qui a servi aux astronautes américains d'aller sur la Lune. Alors qu'on est censé avoir des logiciels plus performants. Il faut aussi mettre en corrélation le fait qu'au fait, une même unité fonctionnelle, un même besoin, n'a pas le même impact. Ça, c'est Green Spector, une startup nantaise qui fait pas mal
de rapports là-dessus sur l'énergie utilisée des applications mobiles Android, et on peut voir qu'en fait il y a plusieurs types d'applications mobiles. Il y a les applications de transport en commun. Je sais pas si à Brest il y a un truc. Non, je pense pas. Enfin bref, il y a Lyon, Marseille, Paris par exemple. Donc ils ont des réseaux, voilà. Pour les mêmes choses, donc par exemple vous avez l'horaire d'un arrêt, le plan d'un centre-ville ou une infotrafic. Mais en fait l'application parisienne, elle consomme vachement plus que l'application lyonnaise et qui consomme elle-même plus que l'application marseillaise. Ensuite, on peut me dire, c'est peut-être que le réseau est plus gros. Bon ouais, mais alors dans ces conditions, on peut comparer avec Lille. Lille, qui a quand même un réseau de transport en commun beaucoup plus petit, a une application qui consomme pour le même besoin, la même unité fonctionnelle, la même chose à faire, juste afficher une carte ou afficher un arrêt, beaucoup plus d'énergie que l'application lyonnaise, qui a un réseau de transport en commun beaucoup plus gros que celui de Lyon. Tout ça, c'est aussi à mettre en corrélation avec l'énergie. L'énergie, ça c'est le graphe qui permet de voir la consommation en grammes de CO2 par kilowattheure par rapport au mégawattheure produit. La France, c'est en rouge. On a du nucléaire, donc du coup le nucléaire c'est très très bas carbone, c'est 6 grammes d'équivalent CO2 par mégawattheure, par kilowattheure pardon, d'électricité générée selon EDF et 12 selon l'ADEME. Une éolienne, c'est 15,1 en terre, 15,2 grammes en mer. Un panneau photovoltaïque, c'est 155 grammes d'équivalent CO2 tout le temps, quoi. Et le charbon, c'est bien pire. Vous voyez que, par exemple, l'Allemagne, qui est juste au-dessus, en fait, elle pollue beaucoup plus en créant de l'énergie électrique. Ça fait que pour une même application, vous allez sur Netflix, je parle juste en électricité, hein, en électricité. En électricité, si moi je regarde une saison de par exemple The Witcher sur Netflix, mais en fait j'aurais pollué autant qu'un Allemand en matière de consommation électrique, je le redis, qui a regardé juste un épisode. Ça aussi, c'est un truc à prendre en compte. Bref. Généralement on me dit, c'est pas ma faute. Bah, si. C'est aussi notre faute. On a des gros problèmes dans le numérique. On a déjà des problèmes de conception. Le plus gros problème que j'entends tout le temps, c'est celui-ci. La performance, en fait, c'est green. En fait, non. La performance, c'est loin d'être green. C'est pas parce qu'en fait, on a une application performante qu'on a une application qui est forcément sobre, éco-conçue et green. Exemple tout simple. Vous voulez une application rapide? En fait, maintenant, c'est simple. Vous avez GCP, AWS, Azure, qui ont des serveurs énormes. Vous voulez avoir un truc plus rapide? Vous voulez pallier vos défaillances techniques et architecturales? Vous payez plus de serveurs. Plus de serveurs, c'est cool, ça va s'afficher beaucoup plus rapidement. Et par contre, vous avez payé plus, mais derrière, c'est vraiment pas green. Au lieu d'optimiser les choses, on a juste une structure beaucoup plus grosse derrière. Donc la performance, c'est pas green. Par contre, le fait de rendre les choses green rend naturellement les choses plus performantes. On y reviendra. Du coup, c'est ce que je disais. Le truc qu'on entend souvent, c'est le fameux plus de serveurs. Yop. Ouais, plus de mémoire vive, plus de stockage, plus de CPU. En fait, c'est aussi plus d'énergie utilisée. C'est aussi plus de ressources consommées, c'est plus d'argent dépensé, et ça, faut y penser, et ça augmente l'obésiciel. Les nouvelles fonctionnalités, pareil. Est-ce que vous connaissez la méta pré-render qui doit être dépréciée maintenant en web? Oui, non? Pré-render, c'est à peu près ce que fait Google pour les pages AMP. Les pages AMP, en matière de web perf, c'est des pages spécifiques qui sont très allégées pour pouvoir être chargées très rapidement par le moteur de recherche. C'est pour ça que quand vous êtes sur mobile, des fois vous avez des articles qui sont... Vous cliquez dessus, ça s'affiche instantanément. Ce sont des pages AMP. Le truc, c'est que le pré-render agit à peu près pareil. Il télécharge l'intégralité des ressources du site alors que vous n'avez même pas cliqué dessus. C'est super cool, hein? On sature le réseau, on sature l'appareil mobile de la personne, on rajoute des choses sur le stockage. Enfin, les navigateurs sont intelligents, donc ensuite ils les suppriment. Sauf que mine de rien, on a quand même fait les requêtes sur le réseau et on a quand même téléchargé des ressources pour rien. Même si on clique pas dessus. Les pages MP, c'est ça. C'est très très performant. Hein. Franchement, c'est vrai. Hein. Vous arrivez sur le navigateur, vous naviguez, c'est super. Vous cliquez sur une page MP, ça s'affiche. C'est de la performance. Par contre, si vous cliquez pas, ça sert strictement à rien. Vous avez téléchargé des ressources pour que dalle. À 5 DFR, c'est pareil.
À 5DFR, en matière de de JavaScript, vous pouvez rendre vos scripts en asynchrone ou en DFR. Ça fait qu'en DFR, vous les téléchargez après, ça augmente énormément votre speed index, donc qui est une métrique en matière de web perf. Et ce truc-là, c'est que ça va accélérer votre site. Par contre, toutes les ressources pourries que vous avez téléchargées, ben, elles sont quand même téléchargées. C'est juste que l'utilisateur, il les voit plus, enfin, il les voit pas, il les voit plus tard. C'est en déféré ou c'est en asynchrone. Donc, c'est plus performant, mais c'est pas forcément plus green. Et certaines nouvelles versions de langage informatique. Il y a beaucoup de versions de langage informatique où, par exemple, quand vous êtes sur un mobile, une nouvelle application qui pointe une certaine version de framework, ben en fait, si vous pointez une version trop récente, l'ancien mobile, il ne va pas avoir accès à votre nouveauté. Donc l'ancien mobile, pour pouvoir avoir accès à votre nouvelle application, ben, il est obligé de se supprimer, de racheter un nouveau mobile et de l'installer. Donc il faut bien faire attention à tout ça. Parce que tout ça, ça crée de l'obsolescence logicielle ou de nouveaux obésiciels. Qui crée de l'obsolescence matérielle? Maintenant, on ne change pas de téléphone ou d'ordinateur quand il ne fonctionne plus, mais vachement avant. Et à une époque, les téléphones, ça durait 10 ans, les PC, ça durait 30 ans. Enfin, on m'a dit ça, j'étais pas né, hein. C'est des on-dit. Maintenant, on les change quand ils rament ou quand ils sont lents. C'est bien, hein? Tout rame, tout devient plus lent. Bah, au fait, le téléphone, il fonctionne, mais vu que c'est lent, je le change. Surtout qu'on a des forfaits maintenant qui les changent tous les 2 ans, c'est tellement chouette. Bref, on pousse à la consommation numérique aussi, mais pas de ce sens-là. Ça, c'est le sens commercial du terme. On pousse à la consommation numérique avec justement le moins en moins de demandes hors ligne. Par exemple, Office 365, il check la licence tous les quarts d'heure à peu près. Donc il y a des cas où Office 365, si vous l'installez, ben, au bout de je ne sais plus combien de jours, vous pouvez même pas, si vous êtes à la campagne, vous pouvez même plus lancer parce que vous n'avez pas checké la licence, vous n'avez pas Internet. L'Xbox One, c'est ce qu'elle voulait faire, elle s'est pris un flop. Pokémon Go, c'est une super application qui force les mises à jour si vous voulez jouer. C'est super cool, vous téléchargez de la data alors que le besoin original que vous avez, ben, il était déjà comblé, vous voulez pas forcément toutes ces mises à jour qui prennent des gigas. Ben, si vous voulez jouer, ben, il faut les télécharger. Moins en moins de mode hors ligne. Je parle aussi en matière de... J'ai mis la Livebox parce que c'est exactement ça pour tout ce qui est télé. On passe maintenant par les box internet. On passe quasiment plus par la TNT, alors qu'au fait, c'est vachement moins énergivore de récupérer un flux TV via la TNT que de passer par une box mobile. Par une box internet, pardon. Les mises à jour applicatives. Il y a Hop, qui est une association qui s'appelle Halt à l'obsolescence programmée, qui essaye de faire et d'améliorer un peu les choses. Le truc, c'est qu'on voudrait bien justement différencier les mises à jour de fonctionnalité des mises à jour de sécurité. Il faut faire des mises à jour parce qu'il faut récupérer les mises à jour de sécurité. C'est critique dans notre domaine. Par contre, les mises à jour de fonctionnalité, ben, techniquement, on en a peut-être rien à foutre. J'ai peut-être installé une application, elle me suffit, elle me va très bien, j'ai pas envie d'avoir 5 gigas de fonctionnalité en plus qui me servent à rien. Ben, si vous voulez, on va dire, promouvoir ce genre d'effet qui pourrait vraiment être bien pour la planète et pour nous, ben, vous pouvez aller chez Hop et signer ce qu'ils ont fait. Il y a aussi l'Infinite Scroll. Le scroll infini, c'est un super presque dark pattern qui permet de scroller à l'infini. C'est pour ça qu'on perd du temps sur Twitter, sur Facebook et sur tous ces trucs-là. Bref, tout ça, ça crée aussi de l'obésiciel parce qu'on télécharge, on regarde encore de plus en plus de posts qui ne nous servent à rien, de vidéos de chats et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On ne s'impose plus de limites, j'en ai parlé. Stockage, bande passante, CPU, on a des SSD qui font plus de 100 terabits. 100 terabits, ça fait beaucoup, c'est même énorme. On a de fibre et access 4G, il y a la 5G qui est en train d'arriver. Des CPU octa-core, 16 threads, 5 GHz, franchement, c'est énorme. Par contre, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il y a une disparité énorme entre les pays. Cable.co, c'est un site qui permet de mesurer le débit, justement, c'est à peu près comme le schéma que je vous ai mis en début de conf. Mais en fait, il faut savoir que nous, en France, on est passé de 13,43 mégabits seconde en 2017 à 30,44 mégabits seconde. On a évolué. Donc notre réseau, en moyenne en France, il est meilleur qu'avant. Par contre, si vous prenez le cas de l'Éthiopie, ben, en 2017, ils étaient à 1,34 mégabits seconde. C'est beaucoup moins que nous. Sauf que, ce qui est marrant, c'est qu'en 2019, ils sont passés à 0,85. Ils n'ont pas progressé, ils ont régressé. Donc il ne faut pas croire que le réseau s'améliore partout et que tout va mieux dans le reste du monde. Il y a des pays comme ça où au fait, ben, c'est pire que ce qu'on pense. Donc il faut bien prendre en compte tout ça.
L'infini du cloud et des réseaux. Donc ça, évidemment, bah, AWS, GCP, AWS, enfin, Azure, bah, c'est ça. La seule problématique que vous pouvez avoir si vous codez comme un cochon, c'est votre carte bancaire. Franchement, vous avez une carte bancaire qui est blindée, ben en fait, mettez tout dans le cloud. De toute façon, tant que vous avez des sous, ben, tout va passer. On n'optimise plus rien, on met tout dans le cloud, tout va bien, on n'a rien à payer. Enfin, si, on a à payer un gros truc, mais ça continue de fonctionner. Ça continue de fonctionner pourquoi? Parce qu'on a des réseaux qui sont de plus en plus performants. La 4G, elle a fait un bond énorme en matière de choses qu'on télécharge. Du coup, on télécharge beaucoup plus de choses sur nos mobiles. La 5G, ça va être catastrophique. C'est encore pire que ça. La 5G, ça va être couplé à la 4G. Il faut savoir que la 5G va être sur des fréquences fréquentes beaucoup plus hautes. Donc en fait, il faudra encore plus d'antennes que la 4G pour pouvoir fonctionner en 5G. La 5G va être réservée aux villes. Donc Lyon, j'aurai sûrement la 5G. Paris, on aura 5G. Brest, je sais pas, peut-être plus tard. Par contre, la 5G, il n'y en aura peut-être pas dans les campagnes ou autre part. Donc ça aussi, c'est des disparités. Au fait, non, ça c'est faux. Ça va moins générer d'énergie, je suis d'accord, mais entre ton téléphone et l'antenne. Par contre, vu qu'au fait, il y aura beaucoup plus de choses téléchargées, ben, de l'énergie, ben, non, ça va pas moins en générer. Non, oui, c'est ça, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. La technologie entre la connexion que tu as entre ton téléphone et ton antenne, il faut savoir qu'un téléphone est connecté à 4 ou 5 antennes en permanence. On va pinguer toutes les 10 millisecondes en 4G pour savoir sur quelle antenne on va se raccrocher. Donc c'est cette connexion-là entre les deux antennes qui va être moins énergivore en énergie. Par contre, vu que les bandes passantes sont beaucoup plus grosses, on va plus consommer. Vu qu'on va plus consommer, ben, il y aura encore plus d'énergie au total. Mais tu as raison. Et c'est ça, c'est ce qu'on nous dit. C'est ce qu'on appelle un gros greenwashing. Mais c'est vrai, hein. Techniquement, c'est réel. Il y a beaucoup de personnes, enfin, j'ai eu l'occasion justement de parler et d'intervenir chez Orange à Mélan, et il y a beaucoup de personnes qui parlent justement de ces problématiques avec les antennes 5G. Nos logiciels sont aussi de plus en plus complexes. Ça, c'est l'arborescence d'une application en Scala. Il y a 274 niveaux d'imbrication. Pour débugger, c'est la joie, un truc de fou. Le gars qui a fait ça, franchement, il a passé du temps parce qu'il a fait 10 screenshots. Je vous filerai les slides, il y a le lien du tweet dans les choses. Bref, nos logiciels sont de plus en plus complexes alors que nos besoins, ils n'ont pas forcément changé. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que Microsoft Word 2003, pour 32% des utilisateurs, en fait, il n'y a que 5 fonctions de Microsoft qui sont utilisées. Ça fait que Microsoft pourrait sortir une version light avec 5 fonctionnalités, juste 5, il y a quand même 32% des utilisateurs de la suite Office qui utiliseraient quand même Word. Ça fait que si ils s'en rendraient pas compte, mais au fait, on pourrait faire des logiciels beaucoup plus sobres, beaucoup plus performants, beaucoup plus light, mais par contre en téléchargeant des packs de modules. Donc tu veux un pack pour écrire en gras, ben, tu t'y cherches ton pack pour écrire en gras si tu veux. C'est peut-être la fonctionnalité la plus utilisée, donc tu vas peut-être l'inclure naturellement. Et aussi, les logiciels sont de plus en plus lourds. Donc ça, je n'ai pas arrêté d'en parler. Les pages web sont de plus en plus lourdes, les documents Word sont de plus en plus lourds, les applications sont de plus en plus lourdes. On a donc besoin de périphériques de plus en plus puissants alors qu'on est allé sur la Lune avec 72 kg de RAM et de stockage. Il y a un dépôt KeyDup qui vous montre le code source pour aller voir ça. Le truc aussi, c'est que les documents Word sont de plus en plus lourds, c'est vrai. Il y a des comparatifs qui ont été faits avec les anciennes versions de Word et le pack Office, Microsoft et pack Office, c'était 97-98 et maintenant avec Office 365. Et il faut 114 fois plus de RAM pour effectuer la même action. Donc vous faites un même document, vous faites un même mail via Outlook, ou vous faites un même tableur Excel, ben vous consommez 114 fois plus de RAM qu'il y a 10 ans en arrière. Bref. Du coup, on peut se demander comment rendre le numérique responsable. Et ça, c'est un thème intéressant. Déjà, le premier truc à faire, c'est réellement de prolonger la durée de vie de ces appareils. Il y a un énorme greenwashing enfin, c'est pas forcément du greenwashing et c'est ça qui est dur.
Il y a un énorme truc qui part et qui passe énormément sur les réseaux sociaux, c'est supprimer tes mails. Supprime tes mails, c'est super, c'est chouette, tu vas sauver la planète en supprimant tes mails. Ouais, c'est vrai, mais en fait, pas forcément, parce que si tu supprimes tes mails unitairement, tu vas te taper une requête à chaque fois que tu vas supprimer un mail, donc au fait, tu vas polluer plus que si tu laissais tes mails traîner pendant 10 ans sur un serveur qui consomme pas énormément d'énergie. Donc si tu supprimes tes mails, tu veux faire du bien à la planète, tu les supprimes en masse ou t'arrêtes de t'inscrire à des newsletters. Mais sinon, au pire, tu peux faire encore mieux, parce que supprimer 1 giga de mail, donc si tu supprimes une quantité d'1 giga de mail, ben, on économise environ 27 grammes d'équivalent CO2. 27 grammes. Hein. Par contre, prolonger la durée de vie d'un PC de 3 à 6 ans, un PC 15 pouces, c'est 250 kg d'équivalent CO2 économisé. Vous voyez que les notions, l'échelle de valeur, sont vraiment pas les mêmes. Il y a aussi l'éco-conception. L'éco-conception, c'est super intéressant et c'est une norme ISO. Il y a la norme 14062, généralement, quand on fait de l'éco-conception, on éco-conçoit un logiciel de A à Z. On pense le logiciel avant de le concevoir, pendant son cycle de vie et après. Parce qu'un service numérique, c'est comme un produit, ça a une fin de vie. Un site internet, il peut aussi mourir. Si par exemple, vous allez toutes les années au Hellfest ou au Festival de Cannes ou dans un truc, ben, il y a peut-être un site qui a besoin, on va dire, d'avoir des pics et une scalabilité énorme le jour ou pendant, on va dire, l'événement. Par contre, après, il ne sert plus à rien. Il y a peut-être 2-3 personnes qui vont aller dessus, mais par erreur. Donc ça ne sert à rien d'avoir un site et une infrastructure qui soit surdimensionnée tout le temps, alors que le site, ben, il a juste une durée de vie et il ne doit pas consommer autant. Je suis dans le rouge, donc il faut que je fasse vite. Dégraisser son service numérique, c'est un truc à faire à mort. Évidemment, il y a tous rendre son site plus green. Infomaniac, Google Cloud font des choses et on entend parler. Infomaniac, c'est la référence. Donc, c'est l'hébergeur qui a le plus d'engagement écologique. Google Cloud, 20% des serveurs déployés sont reconditionnés. C'est plutôt bon à savoir. Vous avez énormément de choses à faire. Faire évoluer vos versions, ça aussi, ça peut être bon. MySQL 8, il est 50% plus rapide. PHP, 7.4 est arrivé. .NET Core 3.1 est beaucoup plus rapide aussi. Vous avez énormément d'indications sur l'éco-conception dans le bouquin des 115 bonnes pratiques de Frédéric Bordage de Green IT. Je vous filerai toutes les slides là-dessus. Sobriété numérique, 80% des fonctionnalités demandées par utilisateur sont peu ou jamais utilisées. Donc il faut faire attention à ce que vous faites. Le truc intéressant, c'est qu'il faut savoir que Bing, donc Microsoft, le concurrent de Google, a réduit sa charge serveur de 80% en supprimant le nombre de résultats affichés sur sa barre de recherche. Donc la sobriété numérique de l'éco-conception est super intéressante et elle peut vous faire gagner à la fois de l'argent, de la bande passante et du trafic. KDOG, c'est pareil, le numérique, c'est utile, mais c'est pas obligatoire. KDOG, c'est l'Institut Marie Curie qui fait ça, et au fait, c'est de la recherche de dépistage contre le cancer fait avec des chiens. KDOG a de meilleurs résultats que les meilleurs IA en matière de médecine actuellement pour le dépistage du cancer, avec des chiens. C'est pas une IA qui a bouffé énormément de ressources, de terres rares et d'énergie pour pouvoir avoir un résultat moins bon. Sobriété numérique, Conga, c'est super intéressant aussi. Ils sont passés d'une version 1 que vous voyez ici à une version 2 qui est là. Première page, 92% de data en moins. 82% de data en moins sur le premier rachat. C'est un peu le Cdiscount congolais. Le truc, c'est que du coup, le site est beaucoup plus rapide et il peut faire beaucoup plus de commandes. C'est un effet rebond, donc patati patata. Mais... Bref. Intéressant à savoir aussi, c'est les analyses de cycle de vie. La norme 14062 de l'éco-conception se base dessus. 14040, c'est juste les prémices. 14044, c'est vraiment comment faire votre analyse de cycle de vie. C'est quelque chose qu'il faut vraiment comprendre. C'est vraiment super intéressant. 25010, vous connaissez la norme? Oui, non? Vous connaissez pas? Ouais, je la connaissais pas il n'y a pas longtemps non plus. C'est la norme d'ingénierie des systèmes et de logiciels et ce qu'on appelle la qualité logicielle. C'est super intéressant quand on fait du dev. Au fait, il y a plusieurs types de tests. Donc vous avez tous les tests, non, il y a les tests fonctionnels, les tests unitaires, les tests de compatibilité. Vous avez un test qui est super intéressant, c'est les tests de performance. Et à partir de là, on peut vraiment qualifier ce qu'est la performance. Parce que généralement, la performance, c'est super vague, on ne sait pas trop ce que c'est. Mais la performance, d'après les tests, on va dire de la norme ISO 25010, c'est une application qui a un temps de réponse très faible. Donc, qui est très rapide. Une application qui respecte et qui arrive à passer des tests de capacité. Donc, plus vous avez de personnes dessus, votre application, elle doit quand même toucher. Elle doit quand même répondre. Et c'est aussi l'utilisation des ressources. Ça fait qu'une application qui consomme trop de ressources, elle n'est pas performante. Elle est juste rapide.
Et ça, c'est intéressant de le savoir. Les normes d'accessibilité, vous avez RGAA, tout ce qui est A11Y, les règles WCAG1 du W3C, et vous avez une association OpQuest qui permet de faire de la qualité logicielle qui prend en compte toutes ces règles-là. Ils ont un super bouquin qui est super intéressant, je vous conseille vraiment de le lire. Design éthique, éviter les dark patterns évidemment, créer des designs transparents, praticables et durables. Vous avez des associations comme Common Future et Designer Éthique qui font ça. RGPD, c'est déjà ça. Ça, c'est pas super parce qu'en fait, ça récupère quand même la data. Il faut savoir qu'on n'est pas obligé de mettre un bandeau RGPD si on n'a pas de cookies et qu'on récupère pas de données. Donc quand vous avez un bandeau, c'est que forcément le site utilise vos cookies. Bref, l'éthique, ne pas avoir peur de refuser de coder une fonctionnalité qui va à l'encontre de ses principes moraux. Ça, c'est intéressant et Cambridge Analytica, si ils avaient fait ça, on n'aurait peut-être pas Trump au pouvoir aux États-Unis. Bref, tout le monde a le pouvoir de changer les choses, donc faites-le. Si vous voulez des outils pour mesurer la perf, vous en avez plein. Je vous enverrai les slides parce que je pense que je suis mort pour le temps. En matière d'impact environnemental, on a 3 aussi. On a Carbon Analyzer, on a Ecometer, on a EcoInfo. Plus d'infos, vous avez 2 bouquins, greenIT.fr, Conception numérique, The Shift, le label numérique responsable et l'INR. Vous avez 3 bouquins qui sont super sur le bug humain, la guerre des métaux rares et la civile extinction. Et voilà, j'ai terminé.